Que se passe-t-il fiscalement si je suis expatrié mais que je garde ma micro-entreprise? C'est une situation fréquente que je rencontre lors de coaching. Pourquoi? Parce que généralement, vous commencez le business avec une micro, vous commencez à faire pas mal d'argent et vous vous rendez compte du coût de la vie en France, donc vous avez envie de partir. Et surtout, vous vous rendez compte aussi de l'imposition et encore une fois, vous avez envie de partir. Problème, vous bossez avec une micro-entreprise, c'est confortable pour vous et vous n'avez pas forcément envie de changer de structure. Vous allez le voir, la réponse n'est pas simple et c'est pour ça aussi que je pense être le premier à parler de ce sujet sur Internet, en tout cas en parler de façon claire. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business. Donc abonne-toi à la chaîne, t'inquiète pas ici, pas de blabla inutile. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras tout en description, contact, coaching et formation et notamment la formation Expat Entrepreneur si tu souhaites t'expatrier. Ah, et aussi vous pouvez rejoindre le canal Telegram où je partage beaucoup plus souvent et beaucoup plus de contenu. Alors, peut-on s'expatrier et garder sa micro-entreprise en France? Clairement, cette question paraît simple, mais dans les faits, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver les réponses claires. D'abord, j'ai fait mes recherches juridiques classiques, c'est-à-dire que je suis allé dans les bases de données juridiques spécialisées, j'ai parcouru les différentes réglementations, puis j'ai fait des recherches sur Google, classique. Faut bien y passer, même si en général, c'est pas le meilleur endroit pour avoir des réponses fiables. Ensuite, j'ai même eu l'idée d'aller demander à ChatGPT, mais il m'a donné des réponses un peu contradictoires, voire même beaucoup, pour finalement me recommander de consulter un professionnel de la fiscalité. Du coup, je me suis auto-consulté. Et pour finir, j'ai directement contacté les administrations de plusieurs pays pour confirmer ou infirmer mon raisonnement avec une question claire. Bonjour, si j'ai une micro-entreprise en France et que je suis résident fiscal dans un autre pays, où est-ce que je dois payer des impôts? Et vous allez le voir, leur réponse a été aussi contradictoire que surprenante. Mais avant de vous donner la réponse, il est nécessaire de reprendre certaines bases pour que vous compreniez l'enjeu de cette question et les conséquences. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une micro-entreprise? Alors oui, vous devez sûrement vous dire, je sais ce que c'est, mais la vraie question ici, c'est plutôt qu'est-ce qu'une micro-entreprise légalement? C'est important de partir de la base pour avoir des bonnes réponses. Déjà, il faut savoir que juridiquement, on sépare les sociétés en deux grandes catégories. D'un côté, on a les sociétés de personnes et de l'autre côté, on a les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux sont des sociétés avec leur propre personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme une personne à part entière. Donc, elle va avoir son propre patrimoine, va devoir payer des impôts comme une vraie personne, en l'occurrence ici, c'est l'impôt sur les sociétés, et vous, en tant que personne propriétaire de cette société, vous serez à son service. C'est un peu comme votre bébé que vous devez faire grandir pour que cette société vous ramène des sous-sous. Exemple, la SAS est une société de capitaux. A l'inverse, une société de personnes, c'est comme si la société c'était vous. Vous et la société ne faites qu'un et il n'y a donc pas de personnalité juridique distincte. Le patrimoine de la société, c'est le vôtre. L'impôt que vous payez, ce n'est plus l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur le revenu, comme vous le faites habituellement. Donc là est la grande différence. Exemple de société de personnes, une URL ou une EI, entreprise individuelle. Alors bien sûr, le droit, ce n'est jamais simple, il y a toujours des règles spécifiques et des exceptions, mais voilà globalement les deux grandes classifications. Et donc la micro-entreprise dans tout ça? Eh bien la micro-entreprise est ce qu'on appelle une entreprise individuelle, et si vous avez bien suivi, l'entreprise individuelle est classée dans la partie société de personnes. Pourquoi c'est important de savoir ça, me direz-vous? Parce que nous, certes, on veut savoir dans quel pays on doit payer les impôts, mais pour savoir ça, il faut d'abord identifier quel type d'impôt il faut payer. Or ici, maintenant qu'on sait que la micro-entreprise est une société de personnes, on sait que l'imposition se fait au niveau de l'impôt sur le revenu et non pas l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est clair, mais si vous êtes un entrepreneur, vous le savez, il n'y a pas que l'impôt. Il y a aussi une autre taxe qui est les charges sociales. Les charges sociales, qu'on appelle aussi cotisations sociales, servent à financer diverses prestations sociales. Elles concernent par exemple les protections vis-à-vis de la vieillesse, de la maladie, du chômage ou des difficultés liées au logement. En gros, cette taxe, on va la retrouver à chaque fois que vous souhaitez vous verser de l'argent directement dans votre poche. Exemple, quand vous souhaitez vous verser un salaire, vous devrez payer des cotisations sociales. Quand vous vous versez des dividendes, encore une fois, vous devrez
payer des cotisations sociales. Donc pour faire simple, à chaque fois que vous voulez recevoir de l'argent, vous payerez des cotisations sociales. Et dans la micro, c'est un petit peu différent, mais globalement, vous devez aussi payer des cotisations sociales et c'est même la première chose que vous devez payer. La micro-entreprise est donc une entreprise individuelle qui devra payer un impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Mais c'est pas fini. Dans micro-entreprise, il y a le mot micro. Et le mot micro fait référence à ce qu'on appelle le régime microsocial. Pour faire simple, c'est un régime qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Vous allez donc pouvoir profiter de certaines facilités et d'autres réductions d'impôts. Maintenant qu'on connaît l'identité juridique et fiscale de la micro, eh bien c'est l'heure de faire nos valises et de se placer sous l'angle de l'expatriation pour avoir notre réponse. Alors avant de continuer, petite parenthèse, si tu es arrivé jusque-là et que la vidéo te plaît, tu peux liker, t'abonner, c'est un petit clic pour toi mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Et bien sûr, ça m'encourage à continuer à vous partager ce genre de contenu pour vous aider dans vos projets. Revenons donc à notre expatriation. Que se passe-t-il si vous partez à l'étranger? Si vous partez simplement en vacances ou même comme un digital nomade, à voyager une semaine par-ci, 3 mois par-là, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté, vous restez résident fiscal français, donc vous payez toutes vos taxes en France comme d'habitude. Et je précise, même si vous partez 1 an, 2 ans, c'est le cas. Par contre, si vous décidez de vous expatrier, là le droit international fait son entrée pour nous aider à régler cette question. Imaginons que vous partiez vivre en Hongrie. Vous vous installez là-bas, vous devenez officiellement résident et bien sûr résident fiscal. Et si vous êtes résident fiscal, vous devrez payer vos impôts en Hongrie. Mais que se passe-t-il si vous avez une entreprise individuelle en France, en l'occurrence une micro-entreprise? Premier réflexe en tant que juriste pour trouver la réponse, c'est d'aller regarder du côté des conventions internationales et plus particulièrement du côté de la convention de non-double imposition. Alors premier élément, on sait qu'on est résident du coup en Hongrie, on va regarder l'article 1 qui est relatif aux personnes visées. Et il nous dit que la présente convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État ou des 2 États. Donc ça, c'est clair, c'est bon, on est concerné car dans cet exemple-là, on est expatrié en Hongrie. Ça, c'est bon. Ensuite, que nous dit la convention concernant l'activité professionnelle? Là, il faut aller à l'article 7, bénéfices des entreprises, et voilà ce qu'il nous dit. Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Ça veut dire que si vous avez un établissement stable dans un pays, alors vous devrez payer des impôts dans ce pays. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'un établissement stable, eh bien la Convention nous donne la définition à l'article 5. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Donc en gros, l'établissement stable désigne l'endroit depuis lequel vous travaillez pour votre société. Voilà, donc si vous travaillez avec votre ordi, c'est vous, chez vous, derrière votre ordi, tout simplement. Donc si on reprend notre expatriation en Hongrie, ça veut dire que si j'ai une micro-entreprise et que je suis résident permanent en Hongrie, ça veut dire que je bosse depuis la Hongrie, ça veut donc dire que mon établissement stable est en Hongrie, et donc ça veut dire que les bénéfices de ma micro-entreprise doivent être imposés en Hongrie. Et là vous vous dites, super, on a la réponse. Eh bien non. Pourquoi? Parce que malheureusement, le droit ne s'arrête pas qu'au texte, il faut vérifier l'interprétation des textes, mais aussi la pratique. Et en effet, en droit international, le droit n'est pas aussi strict qu'en droit national, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Du coup, je me suis dit, bon, ok, même si j'avais déjà ma petite idée de la solution, j'ai décidé de contacter plusieurs administrations fiscales de plusieurs pays en me faisant passer pour un expatrié dans leur pays, juste au cas où, pour vérifier mon raisonnement. J'ai donc contacté l'administration allemande, l'administration estonienne, hongroise, en leur disant à chacune que j'étais résident dans leur pays, et bien sûr l'administration française pour lui dire que je n'étais plus résident en France, mais résident en Hongrie. Et devinez quoi, ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont tous répondu que l'impôt était dû dans leur pays, conformément à la convention qu'on a lue ensemble. Donc si j'ai une micro-entreprise et que j'habite en Hongrie, la Hongrie m'a dit que je devais payer des impôts en Hongrie. Si j'habite en Allemagne, l'Allemagne m'a dit que je devais payer des impôts en Allemagne. Et l'Estonie m'a dit pareil, que je devais payer des impôts en Estonie. Et quand je contacte l'administration fiscale française pour leur demander où est-ce que je dois payer des impôts, si je suis résident dans un autre pays ayant signé une convention avec la France comme la Hongrie, la France me dit quoi? Elle me dit que je dois aussi payer des impôts en France. Et voilà comment on peut devenir fou si on ne connaît pas bien le cadre fiscal international. Et clairement, même moi, quand j'ai eu ces réponses, ça m'a fait assez rire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner la réponse. Déjà, premièrement, si on suit textuellement le droit international et les conventions,
qu'on a vu juste avant, je ne devrais pas payer des impôts en France, mais le pays dans lequel je réside, c'est-à-dire où j'ai mon établissement stable. C'est ce qu'on a lu ensemble. Donc en soi, les autres pays comme l'Allemagne ou la Hongrie avaient raison de me dire que je devais payer des impôts dans leur pays, sur leur territoire, parce que j'étais là-bas. Deuxièmement, il faut se pencher sur le pays dans lequel vous avez une société. Certains pays sont ouverts aux créations de sociétés par des étrangers, d'autres non. C'est pour ça que des pays comme les UK ou l'Estonie sont très ouverts à la création de sociétés offshore, alors que la France ou la Belgique, beaucoup moins. Exemple, résident français avec une société française. Troisièmement, il faut aussi prendre en considération le type de société. Ici, dans notre cas, il s'agit d'une micro-entreprise. Il ne s'agit donc pas d'une simple entreprise individuelle, mais un régime fiscal particulier. Or, ce régime fiscal n'est accessible que pour les personnes domiciliées en France. Il est donc très probable que si demain, vous dites à l'administration fiscale « Bonjour, je ne veux plus payer mes impôts en France sur ma micro parce que je ne suis plus résident », et la France peut vous répondre « Dans ce cas-là, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre micro ». Et enfin, si vous vous expatriez et que vous maintenez une société en France, quelle qu'elle soit, il est très probable que vous ayez des difficultés à échapper à l'impôt. Tout simplement parce que vous êtes français et qu'il existe tout un tas de lois permettant à l'administration française de vous demander de payer des impôts en France. Et clairement, à moins que l'enjeu soit important, pour votre pays d'expatriation, personne ne viendra s'opposer à ce que la France cherche à vous taxer sur une société française. Alors bien sûr, c'est possible quand même, il existe des possibilités de ne pas être imposé en France, mais pour cette vidéo, on va faire simple. Donc conclusion, si vous vous expatriez, vous pouvez tenter de garder votre micro-entreprise en France, faire valoir la convention fiscale, mais préparez-vous à devoir surmonter pas mal d'obstacles pour espérer y arriver. Sinon, le meilleur conseil que je peux vous donner, quand vous vous expatriez, fermez votre micro-entreprise et ouvrez idéalement une société dans votre pays de résidence ou sinon dans un pays plus ouvert au concept de société offshore comme les UK, l'Estonie, les USA ou même Hong Kong. Vous voyez maintenant juste avec ce petit exemple comment une expatriation peut être compliquée même quand on pense avoir trouvé toutes les lois et textes légaux. Donc si vous avez pour projet de vous expatrier, je vous invite à jeter un œil à la formation Expat Entrepreneur qui vous aidera grandement à bien optimiser votre projet et surtout éviter des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Si c'est le cas, comme d'hab, likez, abonnez-vous. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!